Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette petite analyse de séquence du film Jurassic Park. Alors évidemment, Jurassic Park, tout le monde connaît, mais il y a certaines petites choses que vous avez probablement ratées, des petites idées, des fois ça tient juste en une phrase, des petites subtilités qui traînent par-ci par-là, voire même dans le décor, et que souvent les gens qui font des commentaires sur Jurassic Park d'un point de vue paléontologique ratent, parce que justement, évidemment, c'est gros comme un dinosaure de commenter la qualité scientifique des dinosaures, mais il y a plein de d'autres petites idées qui sont disséminées dans Jurassic Park, particulièrement dans la première moitié du film, et du coup, je voulais revenir sur ces petites subtilités. Alors comme je disais, ça peut être juste un mot, ça peut être juste une phrase, ça peut être un élément du décor, et je trouve que c'est des choses qui sont vraiment très intéressantes à voir. Une fois qu'on les a vues, en fait, on ne les rate plus. Alors déjà, j'aimerais commencer par la scène où ils sont dans la salle où il y a tous les diaporamas qui défilent et ils sont en train de prendre leur déjeuner. Parce que c'est une scène qui est extrêmement intéressante, parce que c'est là que tout le ton du film se trouve. Donc c'est mieux de commencer par cette scène-là que de faire dans l'ordre chronologique. C'est la scène qui fait de ce film un film anti-scientifique. Et je sais que ça peut sembler bizarre en parlant de Jurassic Park, parce que ce film a, justement, il y a eu un effet Jurassic Park boom parmi les paléontologues, c'est-à-dire que un truc comme 5 ans après la sortie de Jurassic Park, il y a eu une augmentation, il y a commencé à y avoir une augmentation du nombre de paléontologues, et cette augmentation du nombre de paléontologues ne s'est plus arrêtée depuis. Donc c'est un film qui a suscité énormément de vocations de scientifiques, et pourtant c'est un film dont le message est profondément anti-scientifique. Ça se voit notamment dans le fait que Ian Malcolm parle de ce qu'a fait John Hammond comme d'un viol, tout simplement. Donc il parle du génie génétique comme d'un viol, et qu'au final le parc part en couille, donc c'est lui qui a raison. Donc évidemment s'il avait tort et si tout marchait bien, ce serait pas finalement un film anti-scientifique, ce serait seulement les propos de Ian Malcolm qui seraient anti-scientifiques. Mais le fait est que le film se termine mal pour le parc. Donc ça veut dire que Ian Malcolm avait raison, ça veut dire que les généticiens ne devraient pas faire joujou avec l'ADN comme ils l'ont fait. Alors évidemment, certains me diront que ça critique autant le côté commercial que les savants. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de critiques qui vont envers les savants, notamment le moment où ils parlent du fait qu'ils se sont hissés sur des épaules de géants, et que du coup, ils ne possèdent pas ce savoir. Je veux dire, si on se met à critiquer le fait d'utiliser les travaux qui ont été faits avant nous, et d'avancer à partir de ce qui a déjà été fait, autant réinventer la roue tout de suite. Je veux dire, c'est le principe même du fonctionnement de la science, là, qu'ils critiquent. C'est pas seulement l'aspect commercial. Alors, évidemment, l'aspect commercial en fait partie. L'utilisation à des fins commerciales du génie génétique est aussi une grande partie de la critique, mais quand même, c'est un film qui a un très fort message anti-scientifique derrière, et je trouve ça assez intéressant, en fait, qu'il ait suscité autant de vocations malgré ça. Et qu'en fait, la plupart des gens passent complètement à côté de ce message anti-scientifique, tellement on est émerveillé justement par ce que la science a produit pour ce film. Parce que je rappelle que Jack Horner, le paléontologue Jack Horner, était conseiller scientifique sur le film, et que c'est vraiment grâce à lui et grâce à la qualité des effets spéciaux qu'on a réussi à obtenir des dinosaures qui étaient plus vrais que nature. Donc finalement, c'est la science à travers les effets spéciaux, et c'est la science à travers les conseils de Jack Horner qui ont fait en sorte que ce film soit aussi bon. En grande partie, évidemment, il y a aussi le talent d'écriture de Michael Crichton, évidemment. Mais voilà, c'est intéressant de voir ce phénomène se dérouler devant vos yeux quand vous regardez Jurassic Park, que c'est une critique ouverte envers la science et envers la machine commerciale, alors que ça a été un monstre commercial et qu'il a suscité autant de vocations scientifiques. Faut voir que dans le livre, c'est surtout l'automatisation qui est critiquée. Dans le livre, ce qui se passe, c'est que le génie génétique, au final, il est qu'en second plan. La critique du génie génétique n'est qu'en second plan, c'est vraiment l'automatisation qui est critiquée. Et ça se retrouve beaucoup moins dans le film, mais, justement, encore une fois, c'est un des aspects que beaucoup des gens zappent, c'est que c'est pas l'ouragan qui coupe le courant, c'est Dennis Nedry. Et pourquoi ça fout la merde? Parce qu'après ça, il meurt. Et qu'une fois qu'il est mort, plus personne sait comment redémarrer le film. Et c'est là que l'automatisation rentre en jeu. L'automatisation du parc. Ils sont trop dépendants de ce que Nedry a mis en place, et du coup ils sont totalement dépendants de Nedry. En fait, c'est même pire que ça. C'est Nedry qui coupe certains enclos parce que il va être en retard pour prendre le bateau, et qu'ensuite Samuel L. Jackson
Donc Monsieur Arnold décide de couper le courant pour redémarrer tout le système, ce qui fout en l'air toutes les installations. Voilà. Donc c'est même pire que ça, mais bref, je m'égare. Voilà, donc, à la base, dans le livre, c'était une critique de l'automatisation, dans le film, c'est devenu une critique du génie génétique, et finalement, dans Jurassic World, ça finira sur une critique totalement de l'aspect commercial, quasiment totalement de l'aspect commercial.